Voilà, donc c'est reparti pour le système ABS. Donc j'ai repris ici l'image directement pour ne pas vous montrer le texte inutilement. Donc nous avons ici une première figure avec la pédale de frein, le servo-frein et le maître cylindre tandem qui est ici. Donc nous voyons bien que nous avons deux sorties au niveau du maître cylindre tandem pour aller vers le groupe hydraulique. On voit ici que c'est une vieille image car le groupe électronique et le groupe hydraulique sont séparés. En réalité, ils ne font qu'un. Ils ne font plus qu'un seul bloc. Donc le groupe hydraulique, nous avons les électrovannes à l'intérieur qui sont pilotés par le système de commande électronique, évidemment. Normalement, les deux ne font qu'un. Alors, nous avons une petite sortie ici de la partie électronique pour la lampe de détresse, donc un petit témoin ABS qui sera allumé à partir du moment où un capteur sera défaillant, un défaut sera mesuré, sera détecté par l'appareil de commande électronique. Donc, le bloc hydraulique, ici, nous avons forcément, normalement, 4 sorties, mais dans la vidéo précédente, je vous disais que sur certains anciens systèmes, nous n'avions en fait que tous les cieux arrière qui étaient réglés par une seule électrovanne. Donc ici, nous n'avons qu'une sortie du bloc hydraulique pour les cieux arrière. Voilà, c'est un système donc un peu rudimentaire. On a donc une sortie pour la roue avant et une sortie pour la roue arrière. Nous avons nos capteurs de vitesse ici qui envoient l'information. C'est un signal sinusoïdal qui va être détaillé un petit peu plus loin. Donc un capteur sur chacune des roues quand même pour l'essieu arrière parce que on peut très bien avoir une des deux roues qui a tendance à bloquer et pas l'autre, mais on va agir sur les deux en même temps. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà l'architecture générale du système. Et ici, nous avons notre capteur inductif. Alors maintenant, on utilise de moins en moins les capteurs inductifs. On utilise des capteurs à effet Hall qui fonctionnent en fait sur le même principe, mais qui ont une petite électronique ici derrière et qui vont transformer le signal sinusoïdal en un signal carré. Donc ici, nous avons un système de capteurs inductifs. Nous avons en fait une bobine, vous voyez. Donc on a deux fils ici, deux fils au niveau du capteur. Et en fait, c'est, on va dire, l'entrée de la bobine et la sortie de la bobine. Nous avons un aimant permanent et un noyau à l'intérieur de la bobine. Alors, l'aimant permanent va générer un champ électromagnétique et ce champ électromagnétique va être perturbé par le fait que la cible va se mettre en rotation. Donc, cette perturbation de champ électromagnétique va être captée, on peut dire, par la bobine et aux bornes de la bobine, nous allons avoir un signal sinusoïdal. En fait, la tension va augmenter à partir du moment où il y a une dent qui va venir dans le champ magnétique et la tension va chuter, va même devenir négative lorsque nous aurons une dent manquante. Donc nous aurons un espace vide ici. Donc alternativement, on va avoir un signal sinusoïdal, on va avoir une tension qui va monter, descendre, et en fait, ce sera exactement donc le dessin de notre cible, une dent, pas de dent, une dent, pas de dent, une dent, pas de dent, et donc ce sera un signal sinusoïdal qui sera envoyé à notre
boîtier électronique. Et le boîtier électronique, qu'est-ce qu'il va comparer? Il va comparer les fréquences de ces signaux et en fonction, il va agir. Alors, ici à gauche, c'est vraiment un dessin pour nous schématiser le système. Et à droite, on est sur quelque chose d'un petit peu plus réel, où on a le cardan, ici, hein, avec les roulements, le disque et la cible qui est là. La cible en jaune ici, la cible avec donc des trous et du fer. Le capteur est placé ici et on va mesurer donc la vitesse de rotation qui va se transmettre sous la forme d'un signal sinusoïdal à fréquence variable. Alors le problème de ce capteur, c'est qu'il faut déjà que la roue tourne suffisamment vite pour qu'il fonctionne, comparativement à un capteur à effet Hall. Donc ça veut dire qu'en dessous de 6-7 km/h, le système ne détecte plus la rotation de la roue. Alors, c'est pas trop grave pour un système ABS, mais pour un système ESP, ça devient assez embêtant, surtout quand on a l'aide au démarrage en côte ou d'autres options. Donc, si on veut aussi mesurer si la roue tourne dans un sens ou dans l'autre, on ne sait pas le faire avec ce capteur-ci. Le capteur à effet Hall sait le faire à partir du moment où il y a deux pistes magnétiques. Donc, voilà pour les inconvénients de ce capteur qui a été beaucoup utilisé et qui l'est beaucoup moins maintenant. Mais si vous faites attention, sur les motos, vous pouvez voir qu'à l'intérieur du disque, on a ce genre de cible qui est représenté avec un capteur inductif comme celui-ci. Alors nous voici sur un vieux système ABS où on avait une électrovanne qui pouvait prendre 3 positions. On voit ici qu'on est dans une position normalement ouverte où on a le ressort qui pousse bien la vanne de manière à ce que le circuit fonctionne tout à fait naturellement. Donc je pousse sur ma pédale de frein, j'ai la multiplication de l'effort, je pousse sur mes pistons ici au niveau du maître-cylindre et la pression augmente dans le circuit de manière à appliquer mes plaquettes contre le disque. Montée en pression, système tout à fait classique. Alors pourquoi est-ce que la vanne est normalement dans cette position, c'est-à-dire que sans signal électrique, on a le ressort qui pousse la vanne dans cette position? Pour éviter tout problème électrique n'engendrera pas une défaillance du circuit de freinage, tout simplement. Le circuit de freinage sera intact, la pression pourra monter de manière tout à fait correcte, même s'il n'y a plus de courant. Alors ici, on considère que nous avons détecté un ralentissement trop important de cette roue, et donc, je suis en train de pousser sur la pédale, je suis en train d'augmenter la pression dans mon circuit de freinage, mon système va maintenir la pression, alors que je suis toujours en train de pousser de plus en plus fort sur ma pédale. Pourquoi je maintiens la pression? Parce que sur cette roue-là, la force de freinage est déjà trop importante, la roue est en train de décélérer un petit peu trop fort. Et donc, le boîtier électronique mesure et compare. Il voit bien que cette roue-là est en train de freiner beaucoup plus que les autres. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir sur sa vanne pour maintenir, et on voit bien que la vanne est dans une position intermédiaire où la pression ne s'est plus augmentée puisque ici c'est entre guillemets bouché. Malheureusement, malgré le maintien en pression, cette roue-ci continue à freiner plus fort que les autres, elle décélère plus que les autres. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On supprime la pression. La vanne reprend une troisième position où la pression est donc dans le circuit au niveau de l'étrier est éliminée vers un accumulateur ici
de pression. On a le système de pompe qui se met en route. Alors nous avons ici une pompe avec le moteur DC qui actionne cette pompe. Et la pompe se met en route pour remettre un petit peu de pression dans le circuit ici et pour que lorsque on va revenir en position montée en pression, on n'ait pas une sensation de pédale qui s'enfonce. Donc ici, malheureusement, la pression dans le circuit est encore trop forte. La roue est en train de décélérer encore plus fort que les autres. On supprime donc, enfin, on diminue en quelque sorte, hein, parce que supprimer d'un coup, c'est pas très intéressant, parce qu'il va falloir remettre beaucoup de pression d'un coup. Donc on libère un petit peu de pression, ça va très vite en fait. La vanne s'ouvre et puis hop, on retombe directement dans la position montée en pression. Et là, la pompe nous a aidé à remettre un petit peu de pression dans le circuit sans que la pédale ne s'enfonce de trop. Et donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, mais à des vitesses et des fréquences donc très importantes. La vanne va s'ouvrir et se fermer, on est à 25-30 fois par seconde. Le problème dans ce système, c'est que c'est un système un peu vieillot. Pourquoi est-ce qu'il est vieillot? On n'utilise qu'une seule vanne qui va prendre 3 positions. Au niveau réactivité, on est un petit peu trop lent. Alors, on va passer sur un système qui est plus intéressant. On va avoir par roue, non plus une, mais bien 2 vannes. Et on sera beaucoup plus réactif que dans le système précédent. Ça va augmenter le nombre de vannes, mais une vanne, ça ne coûte pas encore trop cher. Et on va avoir une vanne d'admission, vous voyez, soupape d'admission, soupape d'échappement. On va avoir une partie admission et une partie échappement. Donc ici, on a toujours un moteur, des pompes, des amortisseurs ou des accumulateurs de liquide, hein, sous pression, avec une petite membrane, un petit ressort pour ne pas avoir donc, des variations de pression dans la conduite trop importantes, pour amortir un petit peu le choc de ces vannes qui vont s'ouvrir et se fermer. Et donc quand je pousse ici sur la pédale de frein, ma vanne d'admission est normalement ouverte. Vous voyez que le ressort pousse la vanne dans la position ouverte. Ce n'est que quand je vais alimenter ici mon solénoïde que la vanne va se refermer. Et pour la soupape d'échappement, là, c'est l'inverse. Elle est normalement fermée. Donc, vous voyez que le ressort la pousse pour qu'elle se ferme. Et ce n'est que quand mon solénoïde sera alimenté que ma vanne laissera passer le liquide de frein. Donc, dans la position normale, sans activation, la pression s'établit dans le circuit de manière à freiner les roues de manière tout à fait naturelle. On le voit ici. Une fois qu'on a un problème, on a la roue avant gauche, par exemple, qui freine trop fort que les autres, qui décélère trop fort que les autres. On va maintenir la pression en fermant ici la soupape d'admission. Si ce n'est pas suffisant, on va ouvrir la vanne d'échappement et laisser la pression repartir. Et de nouveau, la roue va se remettre à rouler correctement et on va remettre de la pression. Donc on va refermer cette vanne-ci et on va réouvrir celle-là de manière à remonter en pression dans le circuit. Et c'est la pompe ici qui va remettre un petit peu de liquide dans le circuit pour ne pas que la pédale s'enfonce au fur et à mesure que les soupapes d'échappement s'ouvrent et libèrent la pression. Donc voilà, ce schéma-ci, il faut pouvoir le refaire, mais en fait, c'est tout simple puisque c'est 4 fois la même chose. On a 4 fois le même système puisque nous avons 4 roues ici.
On a représenté sur un autre schéma donc les